Monsieur David Estou, vous êtes le directeur de l'agence Lestou et Associés. Que signifie pour vous réinventer les centralités en Bretagne? Quelle temporalité, quelle gestion du rapport au temps? Mais aussi quelle importance du lien social et des espaces de rencontre? Et enfin, quels enjeux avec le déploiement numérique? Vous avez la parole. Ça fait beaucoup de questions, je vais essayer de toutes y répondre à toutes, pardon. Effectivement, tout à l'heure, M. Hénaf, vous disiez que Yvonne était une femme épanouie. Depuis le numérique à mon contour, moi je suis un homme heureux aujourd'hui, parce que je trouve qu'on a abordé le sujet des centralités, pour une fois, sous un angle positif, sous un angle de développement. D'ailleurs, c'est toujours un sujet que j'aborde lorsque je travaille la revitalisation d'un cœur de ville. Je regarde ce qu'on dit dans le centre-ville, sur Google, etc. On n'a que du buzz négatif. Il va falloir qu'on fasse aussi attention à ce qu'on dit sur le centre-ville. Je trouve que cet après-midi, justement, on a été positif. On a proposé des solutions, et c'est aussi le signe d'une vraie maturité, que je ne retrouve pas d'ailleurs sur toutes les régions. Je pense qu'en région Bretagne, on a, je dis on parce que j'ai une partie de mon cabinet implantée à Lamballe, on a cette maturité aussi sur la question des centralités. Donc j'ai entendu du positif, j'ai entendu du prospectif. Et je suis heureux aussi parce qu'il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, c'est celui du stationnement. On n'a pas dit « no parking, no business ». C'est la première fois que je fais un colloque sur le centre-ville où on ne parle pas de stationnement. Et je trouve ça intéressant, on a parlé d'attractivité. Donc je pense que je vais chercher à continuer dans cette dynamique, si possible, positive et prospective, en se disant que là, on a des débuts d'actions qui se mettent en place. Il va falloir qu'on passe, je dirais, la vitesse supérieure. On a tellement fait depuis 15 ans, jusqu'à 2-3 ans, le contraire de ce qu'il fallait faire pour revitaliser les centralités, qu'on a un retard à rattraper aujourd'hui. Parce que finalement, sur la décennie passée, on a mis le commerce un peu plus loin des centres, on a mis les services au public un peu plus loin des centres, on a mis l'habitat un peu plus loin des centres, et puis après on s'est dit, tiens, mince, il y a des problèmes de mobilité. Donc je crois que l'enjeu des centres, on l'a bien compris à travers les débats, dépasse très largement celui du commerce, dépasse très largement celui de l'habitat, mais c'est globalement un modèle aussi d'organisation du territoire qu'il va falloir repenser. Qu'il va falloir repenser aussi en regardant des gens dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, ou un petit peu, c'est les usagers. Moi j'ai mis ici 3 photos, pour se dire que lorsqu'on revitalise un centre, il va falloir qu'on pense à des publics. Il y a un public qui me semble extrêmement important, c'est celui qu'on a ici. C'est ceux ou celles ou ceux plus exactement, qu'on appelle la génération Z. C'est toutes celles ou ceux qui sont nés après 96, 1996. Et cette génération, c'est la seule génération, et c'est la première génération qui n'a pas connu le monde sans Internet. Donc ça veut dire que cette génération-là, dans son rapport au centre-ville aussi, va être très différente des générations précédentes. Mais on a une chance. On a réalisé l'an dernier, au sein de l'agence, une étude, on a interrogé 1000 générations Z en France, et on s'est rendu compte que c'était certainement la génération la plus attachée au centre-ville et au centre-bourg. Oh, pas pour des raisons de commerce, mais essentiellement, et vous posiez la question à l'instant, essentiellement pour des raisons de convivialité, de lieu de vie, de lieu de rencontre. Et je crois que n'oublions pas que le centre-ville est avant tout, au sein des territoires et historiquement, un lieu de vie et un lieu de rencontre. Et c'est aussi comme ça qu'il faut le concevoir, et c'est aussi comme ça qu'il faut le designer d'un point de vue stratégique. N'oublions pas aussi la senior économie. Alors là, je ne parlerai pas d'année de naissance. Mais globalement, il faut qu'on se dise que dans 10 ans, on aura à peu près 40% de la population bretonne qui aura plus de 60 ans. Cette question-là est essentielle. Est-ce qu'on n'a pas eu tendance ces dernières années à aménager les territoires en faisant comme si tout le monde était jeune, comme dans les 30 Glorieuses? Est-ce qu'on n'a pas eu tendance à faire non pas la ville des longues distances, mais la ville des courtes distances, mais la ville des longues distances, en éloignant tout et en posant des problèmes de mobilité dont je vous parlais tout à l'heure? Est-ce que le modèle qu'on a développé est adapté aux seniors? Quand on entend les seniors, qu'est-ce qu'ils veulent? Bien, de l'hyperproximité, des déplacements plus apaisés, des surfaces commerciales plus petites. Oh, ça ne veut pas dire que les super et les hypermarchés disparaîtront. Mais ça veut dire que la course à la taille n'est pas quelque chose de souhaité aujourd'hui par le consommateur.
D'ailleurs, on le voit très bien, si je reviens à la génération Z, ça ne sera pas une génération qui ira pousser son caddie le samedi après-midi dans un supermarché ou dans un hypermarché. Donc il va falloir qu'on change de modèle. Donc génération Z, senior économie, et puis je vous ai mis juste un truc parking de covoiturage, parce que ça c'est marquant, les actifs. Les actifs de plus en plus mobiles, en Bretagne, en France, et pas tellement ailleurs dans les autres pays européens, mais en France en tout cas, le temps de trajet domicile-travail n'a cessé d'augmenter, ne cesse d'augmenter. C'est-à-dire qu'on éloigne les lieux d'habitat. Ça veut dire que les actifs à l'échelle des territoires vivent différemment les territoires. Ça veut dire que l'actif d'une commune de résidence va arriver de plus en plus tard sur sa commune. Ça veut dire que tout ça aussi bouleverse complètement les temps sociaux. Il va falloir aussi que le centre-ville ou le centre-bourg s'adapte à ces nouveaux temps sociaux, sur les horaires d'ouverture des services au public. Vrai sujet. Sur les horaires d'ouverture des commerces, on a mené une étude aussi assez simple qui nous a montré qu'aujourd'hui, le commerce de centre-ville ou de centre-bourg n'était ouvert que 22% du temps disponible des actifs pour consommer. La croissance du digital, ce n'est pas que la question du numérique, c'est la question aussi d'une adaptation aux nouveaux usages. Il faut le prendre comme ça. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on repense ça, et que repenser et réinventer le centre-ville, c'est réinventer le centre-ville ou le centre-bourg, réinventer les centralités pour les générations Z, pour les seniors, mais repenser aussi toute la question des temps sociaux qui est extrêmement importante. Et on se rend compte en plus que les centres-villes et les centres-bourgs sont de plus en plus fréquentés lorsqu'il fait nuit, sur les fins de journée, compte tenu de ces décalages de retour dans la commune de résidence. Ça veut dire aussi qu'en termes de mise en lumière, tous ces sujets-là sont extrêmement importants. Et donc, en termes de commerce, et tout à l'heure on parlait des rapports centre-ville-périphérie, je fais juste cette parenthèse commerciale, aujourd'hui on est en train de changer résolument de paradigme. De l'opposition traditionnelle, centre-ville-périphérie, on est en train de passer à une segmentation, à une opposition entre commerce territorial et commerce digital. Ça, il va falloir qu'on l'intègre aussi. On a parlé du numérique pour le citoyen, on a parlé du numérique comme une menace pour le commerce, mais parlons du numérique comme levier de développement aussi pour le commerce de proximité. Ça va être là aussi un défi extrêmement important. On pourrait y revenir sur ce sujet, on pourrait en faire des heures sur cette mutation commerciale. Mais d'ailleurs, si je continue dans cette parenthèse sur le commerce, est-ce que c'est aujourd'hui l'accroissement des grandes et moyennes surfaces de périphérie qui fragilise les centres-villes? Oui, toujours un peu. Et le mal a été fait les dernières années. Mais ce qui fragilise fortement les centres-villes et les centres-bourgs en matière de commerce aujourd'hui, c'est ce que j'appellerais, moi, finalement, la périphérisation des activités commerciales de proximité. L'implantation des boulangeries sur les ronds-points, des boucheries sur les ronds-points, des pharmacies sur les ronds-points. C'est ça qui stimule le taux de vacances du commerce de centre-ville aujourd'hui. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, si on ne réinvente pas nos centres-villes, est-ce que le centre-ville de demain ne sera pas tout simplement un rond-point où on trouvera la maison médicale, la pharmacie et la boulangerie? Il y a une vraie question à se poser là-dessus. Et on ne fera pas les deux. J'entends quelquefois dans les communes en disant « oui, on développe ça en périphérie sur le rond-point pour répondre aux actifs pressés, mais finalement, le centre-ville, ça marchera quand même. » Non, les deux ne marcheront pas. C'est impossible. On a une telle offre aujourd'hui sur les territoires qu'on n'arrivera pas à faire cohabiter les deux. Donc il y a des questions de choix et de choix stratégiques à faire sur les territoires. Et si on veut justement réhabiliter, revitaliser, remettre la main sur les cœurs de ville, je crois que, je vais juste passer ça, qu'il va falloir s'appuyer, et certains, je pense à Tristan, a déjà vu 1000 fois présenter sans que ça soit trop cher d'ailleurs, hein, cette matrice. Pour moi, c'est vraiment le sujet central de se dire que la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs ne fonctionnera que si 4 fonctions fonctionnent. Et ces 4 fonctions, dans toutes les missions de revitalisation que l'on mène, c'est notre mapping, c'est notre carte qui nous guide. En se disant qu'un centre-ville ou un centre-bourg ne fonctionnera que si, tiens, commençons par la fonction service. Que si dans le centre-ville, dans les centres-bourgs, on garde des fonctions services. Dans la fonction service, je mets les services publics. Évitons de faire glisser des maisons de services publics en périphérie, comme je peux voir certains territoires. Ça arrive. Mais dans la fonction service, ce qui est plus important que tout, c'est la question de la fonction médicale. On en a parlé plusieurs fois. Il y a un enjeu qui est colossal. Je ne parle pas là de la question des déserts médicaux, mais je parle juste
de l'aberration du financement par l'ARS de maisons de santé en extérieur des cœurs de ville. Alors oui, c'est plus pratique, il y a du parking. Oui, ça coûte moins cher. Mais est-ce qu'on donnera envie à des gens d'habiter le centre-ville ou le centre-bourg si on met tous les services à l'extérieur? Je ne suis pas sûr. Donc il va falloir qu'on pense fortement à ça parce qu'on sort de 30 ans où c'est le commerce qui a créé les flux. On va rentrer sur 10 ou 20 ans ou 30 ans où c'est les fonctions médicales qui vont créer les flux. Parce que le commerce, il y en aura partout. Alors que le médical va se hyper concentrer sur des lieux. Et ces lieux-là sont des lieux créateurs de flux. On le voit bien. J'étais avec Madame le maire de Saint-Brieuc ce matin. On parlait du déplacement, il y a quelques années, des cliniques privées à Saint-Brieuc sur le bord de la RN12. On a vu comment ça focalise les flux. Le médical sera le lieu de création de flux. Donc gardons, si possible, les fonctions médicales dans les cœurs de ville. La fonction habitat, on l'a évoqué. Mais dans la fonction habitat, dépassons la question simplement de la rénovation de l'habitat. Il ne suffit pas de mettre de double vitrage ou de revoir les systèmes de chauffage pour donner envie de vivre dans un appartement de centre-ville. Est-ce qu'il est connecté, le logement de centre-ville? Est-ce que la génération Z viendra habiter dans une rue de centre-ville où il n'y a pas le haut débit? Non. Où il n'y a pas la 4G, peut-être la 5G demain? L'habitat sera l'habitat connecté. L'habitat sera aussi l'habitat qui saura s'adapter au nouveau parcours résidentiel. Vous avez parlé tout à l'heure des premières étapes du parcours résidentiel, mais il y a la question aussi du logement adapté au vieillissement. Comment on travaille ça? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu, je le développe en région Rhône-Alpes, de travailler les pieds d'immeubles vacants en finalement système de pièces collectives pour les logements qui sont au-dessus? On a mis en place des systèmes de buanderie collective pour éviter que chaque personne ait besoin d'avoir une machine à laver, etc. On peut travailler des nouvelles formes de logement. Je pense qu'il va falloir les retravailler, ces nouvelles formes de logement, avec les propriétaires, avec les acteurs de l'habitat, parce qu'on a vraiment besoin d'innovation et de rendre le logement de centre-ville plus écologique, etc. Très bien. Mais surtout plus désirable. L'enjeu de la désirabilité est un enjeu extrêmement important. Fonction économique, ensuite, il y a le commerce, on en a parlé. Mais dans la fonction économique, il y a aussi, finalement, d'arrêter le glissement, cette bulle immobilière de l'immobilier tertiaire et ce glissement vers les périphéries. Aujourd'hui, on est en train d'avoir une surproduction de bureaux sur les périphéries. Mais on n'a plus d'actifs dans les centres. Les actifs qui sont dans les centres, c'est eux qui font fonctionner le commerce. Et puis, si on travaille à l'extérieur, autant qu'on habite à l'extérieur. Ça ne sert pas à grand-chose d'habiter le centre. Donc il va falloir réinventer cela aussi, prendre en compte ces logiques-là. Et vous parliez des espaces de coworking, c'est une réponse parmi d'autres. Mais faisons attention à ne point trop produire d'espaces de coworking. Je me permets juste cette petite alerte. Et si on veut que les espaces de coworking fonctionnent, moi je suis en train de travailler de manière un peu innovante là, sur Lamballe pour un exemple, et puis un autre ailleurs en France, où finalement l'espace de coworking, dans son cofinancement et son animation, on implique les chefs d'entreprise du territoire. Je crois que c'est ça aussi qui fera la richesse, qui fera que ça ne sera pas un truc hors sol, ça sera quelque chose qui sera aussi complètement intégré dans l'économie locale, parce que là, on a des sujets. Donc on voit que sur tous ces sujets, il faut réinventer. Et puis, quatrième fonction, c'est la fonction identité. C'est le patrimoine, c'est la culture, extrêmement importante, et dans la campagne de marketing territorial, ou la stratégie de marketing territorial qu'on a pu bâtir pour la ville de Saint-Brieuc, on a travaillé autour du positionnement de villes créatives, parce que la culture est un marqueur extrêmement important. Le patrimoine, le tourisme. Mais l'identité, c'est plus large. La connexion Wi-Fi fait partie de l'identité d'un centre-ville. Et dans l'identité, il y a juste un sujet que je vous suggère, qui me semble assez peu travaillé, voire pas du tout travaillé, c'est la question de la place de l'enfant. On la travaille, mais finalement ponctuellement, peut-être pas assez durablement, mais si on attire les enfants, on donnera envie aux parents de venir, on donnera envie aux parents de vivre dans le centre-ville. J'ai réaménagé il y a de longues années le centre-ville de Pau sur ce fil rouge de la place de l'enfant, et ça a des effets assez intéressants. Donc ces quatre fonctions me semblent assez importantes à travailler, de les garder comme un guide,
sur ce sujet et de trouver effectivement des éléments de réponse, des éléments de croissance sur chacune de ces thématiques-là. Et en se disant que derrière, je vais juste passer ça, eh bien le projet, c'est de décliner les 4 fonctions de manière opérationnelle. Alors plus que du texte, quelques idées, quelques images. Restructurer l'habitat. Restructurer l'habitat, c'est aussi mettre des nouvelles formes d'habitat dans le centre-ville. C'est peut-être faire des trucs comme ça, parce que rendre le logement désirable, c'est pas dire à une famille tu vas vivre sur un R+1 où il n'y a pas de terrasse. C'est travailler avec l'ABF pour que ça soit possible. Lorsque j'ai rédigé le rapport national sur les centres-villes, on a eu la chance de travailler avec le ministère de la Culture sur le rôle de l'ABF. Comment on passe à un avis simple de l'ABF? Je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi en termes de patrimoine, qu'on soit bien clair. Le patrimoine fait partie de l'identité. Mais un peu de souplesse pour adapter l'habitat aux usages contemporains me semblerait assez important. Donc essayons aussi de trouver ces nouvelles formes d'habitat. En matière de connexion, je pense que le centre-ville connecté est une priorité. La Wi-Fi de centre-ville, c'est quelque chose d'extrêmement essentiel à travailler pour les habitants, la génération Z. D'ailleurs, il y a eu un sondage qui est sorti pendant l'été, la mi-août, sur l'Observatoire national des centres-villes. Alors, premier chiffre, c'est que 74% de la population pense que le centre-ville ou le centre-bourg, c'est un enjeu des prochaines élections municipales. Dans les services souhaités dans les centres-villes, les nouveautés, en un, il y a la Wi-Fi de centre-ville. Une question vraiment ouverte sur le sujet. Donc la question du centre-ville connecté me semble importante, du mobilier urbain connecté, de la signalétique connectée. Je pense que demain, dans un centre-ville, on n'aura plus besoin de signalétique avec des réglettes au début de chaque rue qui polluent le paysage. Le numérique va apporter, quelles que soient les générations d'ailleurs, beaucoup de solutions de ce point de vue-là. Et je vous invite d'ailleurs à lire le guide qu'on a écrit avec la Caisse des dépôts sur centre-ville et numérique, où on a quelques pistes de réflexion à ce sujet-là. Mais c'est aussi imaginer une centralité qui se réenchante. Avec, pour moi, la place de l'enfant, on l'a évoqué, ça me semble important. La question des bars et des restaurants. Je regarde Gilles Poupard qui m'a entendu l'autre jour aux universités d'été des urbanistes me faire charrier, entre guillemets, par des urbanistes en disant que c'était normal, en étant breton, de penser aux bars et aux restaurants. Mais je remarque que lorsqu'on travaille sur la revitalisation de centralité, le réaménagement de centralité, qu'on commence par dégager et mettre en valeur justement les terrasses des bars et des restaurants, eh bien on crée de la convivialité. Et si la convivialité fonctionne, on donne envie de venir. Et si la convivialité fonctionne, on donne envie de vivre le centre-ville aussi. C'est extrêmement important, ce rôle social. Et puis, dans l'aménagement des centralités, je pense qu'il y a la question de la place du végétal. Nous sommes le pays du granit. Dans le centre-bourg, ils sont nickel. Il n'y a pas de feuilles qui traînent. Mais le granit, est-ce que ça donne envie de se poser? Est-ce que le granit, ça donne envie de vivre sur un espace? Est-ce que ça crée de la convivialité? Je pense qu'il va falloir qu'on reprenne ça. La question de la végétalisation permanente ou événementielle du centre-ville est un élément extrêmement important. Et puis, n'oublions pas un dernier point. C'est que l'aménagement du centre-ville, d'un point de vue aménagement urbain et aménagement opérationnel, ce n'est pas que refaire des places à grand renfort de millions d'euros dans le cadre d'un appel à projet de la région. On peut travailler l'urbanisme éphémère. Réhabiliter un centre-ville n'est pas obligatoirement de refaire une place complètement. Un exemple ici. On est à Cholet. Cette place s'appelle, alors son nom est celui-là, la place Travaux. Je ne l'invente pas, Travaux OT. On avait, dans le cadre de la revitalisation du centre-ville de Cholet, deux choix. Soit on refaisait la place, qui est un grand espace extrêmement minéral et très peu utilisé par la population, et le budget, l'enveloppe, c'était à peu près entre 3 et 4 millions d'euros. Avec, à la clé, quelques mois de travaux et quelques mois de nuisances pour les commerçants et les habitants qui étaient autour. Ce qu'on a fait à Cholet pour 150 000 euros, c'est qu'on a retravaillé un urbanisme éphémère sur la place.
avec des systèmes de banquettes en plastique très sympas, de parasols, un petit peu de végétal, peut-être pas suffisamment à mon goût, manège, etc. Et du jour au lendemain, la place a été complètement réutilisée par la population. On a de la Wi-Fi sur la place aussi. Et le maire de Cholet, qui ne voulait pas trop me suivre dans cette idée-là, qu'on a réussi à convaincre, me dit « On reçoit même des cartes postales de la part des commerçants qui disent « Merci, ça nous apporte du monde ». Et je pense aussi que la revitalisation des centres-villes, la question de l'aménagement, il faut aussi penser à la réversibilité de l'aménagement. Il faut penser aussi à un aménagement qui soit événementiel. Et cet aménagement événementiel, il coûtera de toute façon beaucoup moins cher que de réaménager et de réaménager et de réaménager des places. On peut faire vivre l'espace public de cette manière-là. C'est ce qu'on appelle effectivement l'urbanisme éphémère, l'urbanisme transitoire. C'est quelque chose qui est extrêmement travaillé en Allemagne, aux Pays-Bas, où on a l'occasion de faire des différents voyages d'études avec mon équipe. Et je crois que ça, on a besoin d'aller prendre des inspirations de ce côté-là, parce que ça ne coûte pas obligatoirement cher de recréer de la convivialité dans un cœur de ville. Et on peut aussi mettre cet argent-là peut-être sur des choses un peu plus dures, comme la question de l'habitat. Et donc, pour organiser la revitalisation du cœur de ville, il faut effectivement avoir cette perspective-là, cette stratégie-là. Et je pense que pour organiser aussi la revitalisation d'un cœur de ville, il faut qu'on ait à l'esprit différentes choses. Je me suis inspiré ici de ce que les Anglais appellent le « the center first ». Ça renvoie un peu à l'idée de ce que vous voulez développer dans le cadre du SRADET. En Angleterre, il y a eu des difficultés très fortes suite aux années Thatcher sur de dévitalisation des centres-villes. Ils ont mis en place un programme, The Center First, qui dit quoi ? Qui dit qu'effectivement, on peut construire dans la centralité et priorité au renouvellement urbain. Que l'on peut construire en périphérie limite de la centralité, à condition qu'on ait apporté la preuve qu'il n'y a plus rien ici. Et ça, c'est vraiment extrêmement rare qu'on puisse le faire. Dans la plupart des cas, c'est refusé. Et je crois que finalement, c'est de ça qu'il faut qu'on s'inspire. Quand on regarde les centres-villes, quand on regarde les centres-bourgs, on est toujours extrêmement surpris de repérer autant de capacités de renouvellement urbain. Ce n'est pas parce que le centre est construit que le centre est occupé. Alors oui, ça coûte un peu plus cher. Oui, ça coûte plus cher de démolir, de reconstruire, mais il faudra qu'on passe par là si on veut avoir une vraie politique de centre. Et donc ça nous oblige sur des prérequis. Le prérequis, c'est déjà de définir quel est le périmètre de centralité, on l'a évoqué tout à l'heure. Chacun peut avoir sa lecture. Mais il faut les écrire dans les PLU. Il faut les écrire dans les PLUI, les périmètres de centralité, parce que si on ne les écrit pas, on fera du saupoudrage. Et chacun aura sa lecture. Le rond-point se retrouvera en centralité. Il faudra aussi impérativement faire, je pense, un état des capacités de densification. Parce que d'ailleurs, la loi Elan, elle dit quoi ? La loi Elan, par exemple, en matière de commerce, elle dit qu'on pourra refuser un projet en CDAC par le fait qu'il existe ailleurs des friches qui auraient pu, dans le tissu urbain, accueillir ce dit projet. Mais si on n'a pas fait soi-même, dans la commune, un état des friches, on ne pourra jamais s'opposer aux pétitionnaires. Donc l'état de densification est un élément important. En plus, les règlements européens permettent d'aller un peu plus loin sur ce sujet-là aujourd'hui. La gouvernance transversale au-delà des silos. Oui, il faut que l'élu en charge de l'habitat parle à l'élu en charge du commerce, qui lui-même parle à l'élu en charge de la culture. Idem pour les services. Idem entre la ville-pôle et l'agglo, qui sont des vrais sujets d'arbitrage aussi. Et puis, quatrième prérequis, la question d'encourager et de sécuriser l'investissement en centralité. On ne revitalisera pas les centres si on ne donne pas envie au privé d'investir. Ce n'est pas avec l'argent public et uniquement l'argent public qu'on pourra tout faire. L'argent public pourra déclencher. Mais il faudra aussi être capable de dire au privé, si tu investis à tel endroit, il n'y aura pas de projet concurrent en habitat, il n'y aura pas de projet concurrent en commerce ailleurs sur la commune. Comme ça coûte plus cher d'investir en centre, si on ne sécurise pas, l'investisseur ne viendra jamais. Le rôle de l'élu, à mon sens, c'est de sécuriser l'investissement. Et peut-être aussi de faire sauter quelquefois quelques taxes qui sont en périphérie, mais qu'on n'aurait pas lorsqu'on investit dans le centre. On pourra en reparler tout à l'heure. Il y a quelques leviers à actionner de ce point de vue-là. Et puis, il y a des accélérateurs de la revitalisation. Simplifions l'investissement en centre-ville. Lorsqu'on fait un PLU ou un PLUI, généralement, on se dit qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme règle supplémentaire finalement dans le centre.
Le centre, c'est le seul endroit où on empile des règles. Mais lorsqu'on est investisseur, il faut y aller pour investir là-dessus. Donc essayons de réfléchir un petit peu autrement sur le sujet. La question de la planification des équipements médicaux et équipements publics, là on a la main. Moi, j'ai l'exemple par exemple du PLUI de La Rochelle, où dans le PLUI de La Rochelle, on a inscrit une OAP centralité. Qui dit quoi ? Qui dit que les équipements médicaux, les équipements commerciaux de telle taille seront dans le centre-ville, etc. On a eu le cas du déplacement de l'hôpital de La Rochelle souhaité par l'ARS. L'ARS dit qu'il faut le mettre complètement en périphérie, sur la zone, près de la zone commerciale, parce que c'est très accessible. Le maire président a dit non, nous on a une OAP qui nous interdit de le faire. Et on peut fixer. Mais quand on regarde aujourd'hui les plans locaux d'urbanisme, qu'ils soient communaux ou intercommunaux, on ne spatialise jamais les équipements publics, on ne spatialise jamais les équipements médicaux, alors que ce sont quand même ces équipements-là qui sont, on le verra déjà aujourd'hui, mais encore plus demain, les plus créateurs de flux. Et puis, arrêtez les duplications. Quand je dis arrêter les duplications de forme, arrêtons les duplications de forme entre du commerce, le même commerce en centre-ville et périphérie, mais arrêtons aussi les duplications d'habitat. On a eu l'occasion, il y a quelques années, de mener une étude sur l'impact sur les villes moyennes des investissements Pinel. Majoritairement, sur quoi ? Du studio, du T1, du T1 bis. Où se sont construits dans les villes moyennes les immeubles dits Pinel ? Plutôt sur les espaces de périphérie. Mais finalement, quand on construit 2 logements Pinel, on génère une vacance en habitat dans le centre-ville parce qu'on travaille sur les mêmes typologies. Je pense que justement dans les réflexions au niveau de la région, que de dire construisons sur les périphéries les équipements, les types d'habitat qui nécessitent l'espace, mais n'allons pas construire sur des périphéries, y compris en logement social, du T1, du T2, du petit habitat qui a sa place dans le centre-ville. Parce que si on duplique les formes d'habitat, on n'arrivera jamais à revitaliser les cœurs de ville. Et je pense que la revitalisation des cœurs de ville commence par l'habitat. Parce qu'on pourrait se dire, on pourrait commencer par le commerce. Mais si le commerce de proximité n'a pas d'habitants de proximité, ça ne marchera pas. Donc la porte d'entrée, c'est certainement les équipements publics, le médical et l'habitat, ça sera ça le sujet. Et autour de ça, on a besoin véritablement de réinventer la posture, réinventer les documents de planification et réinventer aussi finalement la relation aux investisseurs. Et pour conclure, je dirais que pour accélérer la transformation des centralités, on pourrait retenir un acronyme DAC ou DAX, c'est-à-dire que notre centre-ville, il faut qu'il soit désirable, la question de la désirabilité, donner envie d'eux. Quand vous interrogez aujourd'hui, moi je le fais à chaque fois, qu'on travaille une revitalisation de centre-ville, je réunis les élus en séminaire et je leur pose la question, vous, qu'est-ce qui vous donnerait envie de vivre dans le centre-ville ? Souvent, on n'a pas beaucoup de réponses. Je parle bien des petites communes et des villes moyennes, dans le centre-ville ou dans le centre-bourg. Donc la question de la désirabilité, elle est posée. Donner envie d'eux. Un centre-ville ambitieux. Il faut qu'on innove. Le centre-ville, ce n'est pas maintenir le centre-ville tel qu'il était hier. On a besoin de beaucoup d'innovation, comme je vous le disais, en matière d'habitat. Le centre-ville, il sera connecté. Et le centre-ville, il sera impérativement aussi serviciel. Parce qu'on parlait beaucoup de commerce depuis des décennies, depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années qu'on connaît ce modèle de consommation. C'est le consommateur qui va vers le commerce, en train de se rendre compte que dans les 10 ans qui viennent, c'est certainement le produit qui ira vers le consommateur, y compris pour le commerce de centre-ville, y compris pour le commerce alimentaire de centre-ville. Il y a toute cette logistique de proximité qui sera à imaginer. Donc allons-y autour de cet acronyme désirable, ambitieux, connecté, serviciel. Voilà ce que je voulais vous dire pour répondre à vos multiples questions. Vous y avez largement répondu. Merci beaucoup.